Bien, écoutez, à nouveau, bonjour et merci beaucoup d'être là pour cette première, hein. Donc c'est vraiment la première. D'ailleurs, on a mis un tapis rouge dans l'école pour pouvoir arriver jusqu'à l'écran, tellement on est content de la présentation du bachelor modelage créatif 3D. Je ne suis pas tout seul ici et je ne serai pas tout seul à vous parler, puisqu'en fait, on est entouré au moins de deux, je pense une troisième personne qui va arriver, représentant de nos partenaires qui sont déterminants, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans la création de ce bachelor. Et donc, je passe la parole à Philippe simplement pour qu'il puisse se présenter. Philippe, voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Enchanté à tous et super content d'être là. Je suis Philippe Alves, je suis responsable du modelage numérique et physique chez Renault. Merci beaucoup, Philippe. On est accompagné aussi de Marc Goharin. Marc, si tu veux te présenter. Oui, bonjour. Donc, Marc Guarin, je suis modeleur depuis 20 ans maintenant. Je m'occupe du modelage numérique et de la visualisation dans la société Molb. Et normalement, on devrait être rejoint par Laurent Duquesne. Qui est là. Je suis là. Bah, Laurent, tu es là, bah, Ouais. vas-y. Bah, Laurent, donc à toi de parler. Bonjour à tous, je suis Laurent Duquesne, donc moi je suis responsable de la CAO créative chez Stellantis pour les marques Citroën, DS et Peugeot. Voilà, donc vous voyez, nous sommes en très bonne compagnie. Et cette compagnie, en fait, c'est une compagnie à tout point de vue, parce qu'en fait, c'est tout, on est quatre, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a une autre entreprise qui est Technicon Design, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là de cœur, et qui a donc co-conçu ce programme, véritablement, de telle manière à ce qu'il puisse correspondre exactement à la demande, j'ai envie de dire, du marché. Ce n'est pas un gros mot. Donc, le bachelor modelage créatif, il est proposé par CY École de Design. CY École de Design étant une école qui est intégrée dans une école d'ingénieurs qui s'appelle CY Tech. CY Tech étant elle-même intégrée dans l'université Cergy Paris, CY Cergy Paris Université. Donc, nous sommes une école publique, comme le montre le petit drapeau bleu-blanc-rouge qui est en bas à droite de l'écran. Et c'est pas rien, hein, parce qu'une école de design public propose ce type de formation. Vous allez voir, ce n'est pas la seule. C'est un événement en soi. Alors, l'université, ici, Cergy par université, c'est une université pas comme les autres. Hein. C'est une université pas comme les autres, c'est une université agile, créative, très entreprenante, qui est connue pour ça, qui est une des 17 universités françaises qui a reçu le label Initiative d'excellence, France 2030. C'est une des rares universités françaises aussi qui va changer de statut pour devenir grand établissement, au même titre que Dauphine, qui va lui permettre de pérenniser des expérimentations qu'elle a pu faire pendant cette phase d'initiative d'excellence pour rester, en tant qu'institution, une université innovante. Alors, cette université, elle est particulière aussi parce qu'elle s'est donné trois objectifs. Celui de professionnaliser ses étudiants. Ce n'est pas si fréquent pour une université, hein, de se donner la professionnalisation comme objectif, d'en faire des acteurs de la transition. Donc, c'est une université qui est assez consciente des enjeux auxquels est confrontée notre planète, et donc ceux qui y vivent. Et puis, aussi une université qui a compris qu'il fallait réinventer la manière d'enseigner et d'apprendre, pouvoir atteindre ces deux premiers objectifs. Et cette université, elle a fait connaissance grâce à la rencontre en 2018 de son président et de votre serviteur. Elle a fait la rencontre avec le design. Et le design, bah, ça encapsule absolument tous ces enjeux. Hein. C'est un métier, hein, les designers. C'est un métier qui s'intéresse aux gens et donc à l'impact de leurs conditions de vie. Et puis, c'est aussi une manière d'apprendre différente. C'est-à-dire que ce que vous apprenez dans une école de design, ce n'est pas ce que vous apprenez dans une école de comptable ou même d'ingénieur. Hein. C'est-à-dire que dans les modalités d'apprentissage. Et c'est pour ça que l'université a décidé de faire du design, de mettre le design au cœur de sa proposition. Ce que vous lisez, la Design Your Life, c'est la baseline de l'université. Ce n'est pas la baseline de l'école. Donc une université qui a le mot design dans sa baseline, c'est quand même assez singulier. Et c'est d'ailleurs en découvrant cette baseline qu'en 2020, moi j'ai fait la proposition à François Germinet de créer l'école de design au sein de l'université. Entre le moment où je fais la proposition de créer l'école de design, c'est un SMS que je lui envoie, il est 9h14, c'est le 26 juin 2020, et je lui dis, ça ne dirait pas de créer une école de design. Et le moment où il me répond, on pose les plans pendant l'été, il s'est passé 5 heures. Voilà. Ce qui vous dit tout de notre énergie entrepreneuriale. 5 heures. Donc,
Cette université, elle n'est pas seule, elle est associée à l'ESSEC, grande école de management, elle aussi basée à Cergy, et à 12 autres écoles, dans une alliance qui lui permet d'innover, mais surtout de collaborer. Et dans cette alliance, il y a des écoles d'art, comme l'École nationale d'art de Cergy, l'École supérieure du paysage de Versailles, l'École d'architecture de Versailles. Donc, vous voyez vraiment des écoles du cerveau droit, des écoles d'ingénieurs, les CAME-PMI, SUPMECA, l'École de biologie industrielle, l'ESSIE IT, le NSEA, l'École nationale supérieure d'électronique appliquée, un institut d'études politiques, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui est de l'autre côté de la rue d'ailleurs, l'INSPE, qui est ce qu'on appelait les UIFM, les écoles normales, hein, qui forment les professeurs des collèges et des écoles, le PSS qui forme des professionnels dans le domaine du social, Subdevente qui est une école de commerce, et IEPS qui forme des professeurs d'éducation physique. Donc vous voyez la diversité pluridisciplinaire de l'écosystème de l'université, dans lequel nous sommes intégrés, et qui sont autant de promesses de collaboration avec ces écoles. Alors, si ouais, école de design là-dedans, c'est une école pas comme les autres, et effectivement, dans une université pas comme les autres. Alors, c'est une école toute jeune, hein, on a été créé en 2000, annoncé en 2020, première rentrée 2021. 130 étudiants la première année, 270 la deuxième, 380 la troisième, 500 la quatrième, 650 l'année prochaine, 800 en 2026. On est la première école de design public de France, en 3 ans et demi. Alors nous, voilà, ça c'est un des slogans de l'école, le pouvoir du design, c'est-à-dire que le design pour nous, il a un immense pouvoir, et ce pouvoir, c'est d'améliorer la vie des gens. C'est notre définition du design. Vous voyez, on dit c'est pas un métier, designer, oui c'est un métier, mais design, c'est pas un métier, hein. C'est même pas une discipline. Pourquoi? Parce que pour faire du design, il faut convoquer plein de disciplines différentes. Pour faire du bon design, il faut des designers, il faut des ingénieurs, il faut des managers, il faut des spécialistes des sciences humaines et sociales, il faut des marketeurs, il faut parfois des sociologues, il faut même parfois des philosophes. Et donc, il faut des gens très, très différents les uns des autres, qui se mettent autour de la table, mais qui partagent un seul projet, qui est celui de créer des conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun. C'est notre définition du design, hein, contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun. Les objets, c'est des conditions d'expérience de vie. Les espaces, c'est des conditions d'expérience de vie. Les signes, c'est des conditions d'expérience de vie. Les interfaces, c'est des conditions d'expérience de vie. Les services, c'est des conditions d'expérience de vie. Typiquement, tout ce que le design produit, c'est des conditions d'expérience de vie. Et donc, nous, on va former des designers et les métiers qui vont avec pour accomplir cette promesse de créer des conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun. Et je rajouterai aujourd'hui et demain. Et donc, pour ça, on affirme déjà que l'école travaille dans un nouveau paradigme de pensée qui est pour le vivant, c'est-à-dire qu'on sort vraiment d'un monde cartésien où le monde, c'est une horloge, hein, et puis nous, on est les horlogers. Et donc, une horloge, ça se démonte, ça se remonte, ça se répare. Non, le monde, visiblement, ça ne se démonte pas, ça ne se remonte pas, ça ne se répare pas. Il faut plutôt considérer le monde comme un organisme vivant. Et nous, parmi le vivant, on doit essayer de trouver le bon équilibre pour pouvoir avoir un avenir, voilà, en tant qu'espèce humaine. Et puis, on étend le domaine du design de la matière à la décision. Et ça, c'est un point très, très important aussi qui nous différencie de toutes les écoles de design, c'est qu'on étend vraiment le champ du design très, très près de la matière, dans sa gestion, hein, puisqu'on a la problématique de la gestion de la ressource, jusqu'à la décision, qui est l'objet ultime du design. Hein, parce que si le monde est dans l'état dans lequel il est, c'est que probablement on n'a pas pris les bonnes décisions jusqu'à présent. Et il est temps de prendre des bonnes décisions. Et le design, étonnamment, ça sert à prendre des bonnes décisions et à transformer les conséquences de ces décisions en objets, en espace, en signes, en interface et en service. Donc pour ça, même si on est jeune, hein, on a déjà 5 formations. On couvre donc des métiers différents déjà. Le master en design global en 5 ans. On a un double diplôme ingénieur designer du numérique en 6 ans. Donc on est les seuls en France à offrir une formation en 6 ans où on forme des gens qui sont 100% des ingénieurs, 100% des designers. Le fameux bachelor modelage créatif 3D, donc c'est notre dernière formation. On a un double diplôme licence économie, gestion, innovation par le design en 3 ans, et un diplôme universitaire design innovation sociale, c'est de la formation continue, c'est à destination des professionnels. On a la chance de vivre et de travailler dans un campus incroyable, véritablement. Il est à Saint-Germain-en-Laye. Alors, on est une école de l'université de Cergy-Pontoise, mais on est à Saint-Germain-en-Laye. Bon, en fait, quand on regarde le territoire de l'université de Cergy, ça va de Versailles à Sarcelles. Et nous, on est à peu près au milieu, voilà.
Saint-Germain-en-Laye, c'est ce petit triangle vert que vous avez devant les yeux, 7 hectares et demi, qui est sécurisé, gardienné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ce campus, qui est un campus privé, hein, on a une école publique dans un campus privé, il y a des entreprises. C'est des entreprises de tech, toutes. Entreprise, EastBlue, Exail, c'est une grosse entreprise qui fait des systèmes de navigation embarqués, leader sur le marché mondial. Vous avez des entreprises d'IA, de robotique, des entreprises sur le quantique, donc des entreprises de tech. Et ils ont décidé de transformer ce campus en un campus à l'américaine, où vous avez à la fois des entreprises de technologie, hein, même si Mazda Europe est là aussi, et puis de l'enseignement supérieur. Et c'est nous aujourd'hui, mais demain, il y a des formations de l'Université Paris-Saclay qui vont aussi s'intégrer au campus. Donc, à terme, il va y avoir à peu près 2000 personnes sur ce campus, la moitié des étudiants et des enseignants, la moitié des professionnels, plutôt d'entreprises de technologie. Il y a 70 ans, c'était le campus de la recherche de la sidérurgie française. Et ça, les locaux que vous avez devant les yeux, c'est les locaux qui datent de 1951. C'est René Coulon, l'architecte d'ailleurs du campus d'HEC à Jouy-en-Josas. Ça, c'est la vision, c'est notre atelier. Donc, l'école dispose d'un atelier magnifique, hein, qui fait 400 mètres carrés. C'est un des plus beaux ateliers de fabrication dans une école en France, où on a absolument tout. On a 200 mètres carrés d'atelier maquette, 200 mètres carrés d'atelier machine, et le bachelor ne sera pas le dernier à utiliser ces machines. Et les machines, c'est celle-ci. Hein. Voilà. On a cabine de peinture, une cabine de coulée sous vide, c'est pour faire du moulage, une étuveuse de moulage, c'est pour cuire les moules. On a un atelier bois, il y a une scie à panneau, une scie circulaire sur plateau, 2 scies à ruban, 2 perceuses à colonne, un tour mécanique, une fraiseuse à main, 4 lapidaires, donc c'est des machines à poncer, dont des lapidaires oscillantes. On a un broyeur à couteau pour travailler sur des matériaux composites, une thermoformeuse pour travailler le plastique. On a un atelier métal, poste à souder, 2 cintreuses, on a un four à céramique. On a un atelier numérique où il y a 5 imprimantes 3D, dont une à résine, 3 à fil, une à flétage de poudre, 2 découpeuses graveuses laser, dont une permettant de graver sur du métal. Et puis, on a 3 machines qui nous permettent de recycler le plastique des impressions 3D pour refaire du fil, une broyeuse de PLA, une étiveuse de PLA, une extrudeuse de PLA. On a 3 machines à coudre, dont une machine à coudre cuir, une surjeteuse, une fraiseuse numérique 3 axes, un scanner 3D, un nettoyeur ultrason, un casque de réalité augmentée, 2 casques de réalité virtuelle, 40 kits Arduino et 3 labos informatiques graphiques, dont 2 x 24 pouces, 24 postes, Cintiq Wacom 22 pouces sont des tablettes graphiques avec des belles cartes graphiques derrière, typiquement ce dont on a besoin quand on fait de la modélisation. On a à l'intérieur du campus un gymnase qui est accessible tous les jours, le midi et enfin après les cours. Ça coûte 15 € par mois, hein. Donc c'est vraiment impossible de trouver moins cher. On peut faire du sport collectif. Il y a 2 salles de musculation et de fitness. Il y a des cours de yoga. Il y a des cours de pilates aussi. Un parc extraordinaire. La seule chose qui est classée d'ailleurs sur le parc, c'est les arbres, dont 3 séquoias. Hein. Donc là, on peut se promener, on peut courir, on peut pique-niquer, on peut se reposer aussi, on peut travailler. Il y a des tables. Au milieu, il y a un château. Ce château, au départ, le parc, c'était le parc du château. Hein. Il date de la fin du 19e siècle, ce château, et il a été transformé par Dominique Perrault, l'architecte de la très grande bibliothèque, en un point émergé d'un centre des congrès. En fait, il a creusé autour du château, il a mis le château sur pilotis, il a recouvert le trou d'une grande dalle de verre, et en dessous, il y a ça. Une grande salle de 1200 mètres carrés, dans laquelle on peut faire des conférences, des symposiums, des colloques. Nous, on y fait nos rentrées, on y fait nos cérémonies de diplomation, et on y fait nos conférences et quelques cours. Ça, c'est l'amphi de 270 places qui se trouve à côté, toujours en dessous du château. Ça, c'est l'entrée monumentale, historique du campus qui date de 1951. Donc, c'était une démonstration de savoir-faire, hein, l'acier, le verre. Ça fait 15 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a cet escalier incroyable qui est tout en acier, qui est vraiment une démonstration du savoir-faire français de l'époque, qui est l'œuvre de René Coulon, lui aussi. Voilà, et c'est que de l'acier. Hein. Quand on a visité le campus en septembre 2020, on savait que c'était là qu'on allait s'installer. Tant de beauté, tant d'espace, tant de nature. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit pour créer une école de design. Je trouve que ce campus, il grandit. Il fait 16 000 m², il y a 20 000 m² en plus qui vont être construits, qui sont en train d'être construits, c'est quasiment terminé.
pour accueillir de nouvelles entreprises, mais aussi donc les formations de l'Université Paris-Saclay dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans ces nouveaux bâtiments, il y en a un qui est totalement dédié à l'école de design, qui est à la pointe du campus, de 2200 m². On va avoir 33 500 m² en tout. Et donc, on va avoir notre vaisseau amiral à nous, c'est-à-dire la pointe du campus, dans laquelle nous serons chez nous. Voilà. Et ça va être un moment très important pour l'école. Alors, pourquoi on crée ce bachelor? Alors, je ne vais pas vous raconter comment, mais après, vous parlerez du comment, mais pourquoi on a créé ce bachelor? C'est une rencontre, Philippe qui était là, Philippe Alves, qui est venu voir les diplômes de la première promo de l'école. C'était en... Non, c'était la deuxième d'ailleurs, c'était en juin, c'était en fin mai, début juin. Et puis, on a parlé de choses et d'autres, et entre autres, on a parlé de modelage. Et Philippe m'a confié la difficulté qu'il avait de trouver des modeleurs correspondant exactement aux besoins de sa propre industrie, et que c'était une question partagée par tous les acteurs, puisque tous ces gens-là se connaissent et se parlent, évidemment, et s'apprécient. Et il se trouve que nous, ça fait des années qu'on réfléchissait à l'école à l'idée de créer un bachelor, enfin une formation en 3 ans autour du modelage, avec l'idée d'ailleurs d'y mettre de l'alternance. Et donc, il y a vraiment eu un match de la demande et de l'envie. Et à partir de ce moment-là, ça a été très vite. Philippe, tu as contacté tes camarades chez Stellantis et chez tous finalement vos partenaires en modélisation et en design. Et très vite, on a monté un groupe de travail qui a constitué un programme et qui a abouti à ce projet. Donc, en fait, la vraie raison, c'est une demande du marché, c'est former des modeleurs 3D créatifs. Et le mot créatif n'est pas anodin, parce que former des modeleurs 3D, il y a des formations. Former des modeleurs 3D créatifs qui ne soient pas simplement en possession de la technique, mais qui soient capables d'être à la hauteur des enjeux du design et donc d'amener de la créativité, et d'autant plus créatifs qui maîtrisent la technique, c'était ça l'enjeu. C'est de faire à la fois des gens qui sont en maîtrise complètement des outils, des méthodes, des process, mais qui soient capables d'être des créatifs et pas simplement capables de répondre à une demande, mais être capables d'être productifs, d'être propositifs dans leur travail. Et donc, et ça c'est un point très important, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait chacun dans notre coin, on aurait été incapable, enfin moi j'aurais été incapable de le faire. On a pu le faire parce qu'on a combiné nos expertises d'ingénierie pédagogique, celle de l'école, à l'expertise métier des acteurs industriels avec qui on a conçu ce bachelor. Et ces partenaires, ils se sont présentés tout à l'heure, donc Renault, le groupe Stellantis, Molb et Technicum Design. Alors le programme, on va le dire à deux, Philippe et moi, le programme du bachelor, il est construit autour de 4 piliers. On pourrait rajouter un 5e que celui de la diplomation, mais je ne veux pas en parler. Le premier des piliers, c'est la culture générale. Et pour nous, c'est très important. C'est difficile d'être créatif, c'est-à-dire d'être innovant, c'est-à-dire d'inventer de nouvelles choses quand on ne connaît pas les choses qui ont déjà été inventées et créées. Sinon, on réinvente le fil à couper le beurre. Et donc, la seule manière qu'on a de pouvoir s'assurer qu'on est innovant, c'est de savoir ce qui a déjà été produit. C'est d'avoir des références. Et ça, c'est un point très important. Et d'ailleurs, ce pilier, il est dans toutes nos formations. Et donc, voilà les éléments de culture qui vont être délivrés sur les 3 années. D'ailleurs, chaque année correspond à une ligne, l'histoire de l'art. Et avec focus sur le volume, sur la sculpture, l'histoire du design, et avec un focus sur, entre autres, le design transport. Et puis, on va dire l'histoire du modelage, et entre autres du modelage numérique aussi. Parce que le modelage, la CAO, c'est aussi un des grands axes de développement de l'informatique. Ça en était un moteur puissant. Et c'est important qu'on puisse, pour un professionnel, de pouvoir replacer sa pratique dans une histoire. Deuxième des piliers, c'est les techniques de représentation. Et donc, là, il y a 2 volets. Il y a un volet, et je m'arrêterai ensuite, moi, un volet à la main, grosso modo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail à la palette, le travail à la souris, le travail sur l'écran n'a de sens que parce qu'on a déjà éprouvé sa sensibilité et sa technique avec sa main, avec ses yeux, avec sa peau, d'une certaine manière. Quand vous faites un atelier, vous faites un modelage clé, la sensibilité de votre peau va être déterminante dans la qualité de votre production. Si vous n'avez pas cette sensibilité-là, ça sera très très compliqué de faire quelque chose d'intéressant quand vous passerez à la matière numérique. Il faut passer par
la sensibilité physique pour pouvoir avoir de la pertinence quand on fait de la production numérique. Et donc là, on va vous faire dessiner du sketch, on va vous faire illustrer des situations. Vous allez travailler sur du graphisme parce que vous allez voir que notre vision du modelage, c'est pas simplement on fait des volumes, hein. Il y a toute la dimension du storytelling, avec notre capacité à raconter des histoires. La sculpture, bah oui, forcément, hein. L'atelier clé, donc la clé, vous savez, c'est un matériau artificiel, hein, c'est de l'argile artificielle, mais qui est largement utilisé dans l'industrie, qui a des grandes qualités, entre autres de stabilité, hein, parce qu'on n'a pas l'argile. Le storyboarding, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la capacité à raconter des histoires, et puis la capacité à lire des images. Parce que vous savez, c'est difficile de produire des choses quand on ne comprend pas la manière dont elles sont lues. C'est difficile de travailler avec des designers si on n'est pas capable de lire leurs dessins pour les transformer en volume. Et donc, cette capacité à savoir lire, c'est vraiment un élément déterminant. Et là, je te passe la main, Philippe. Oui. Alors, on va essayer d'expliquer, après avoir travaillé tout le programme un peu créatif et découvrir un peu la sensibilité créative de chacun, bah après, pour l'exprimer, on va l'exprimer à travers des différents outils. Alors, on va commencer par l'œil et la main sur les principaux outils physiques. Et ensuite, on va commencer à le travailler sur du numérique, par exemple sur du 2D, avec Photoshop, Illustrator, et puis faire de l'imagerie un peu. Alors, c'est aussi un nouveau pendant qu'un modeleur numérique a. Il ne fait pas que de construire, il met en valeur aussi son travail. Il met en valeur son travail avec de l'imagerie, avec du Photoshop, de l'Illustrator. Ça, c'est du 2D. Ensuite, et ça, c'est le noyau principal du métier du modeleur créatif numérique, c'est le modelage surfacique. Alors, c'est ou sur de la surface ou sur du polygonal du subdi. Ça, c'est des techniques et des outils différents, mais c'est créer en 3D un objet. C'est à partir d'un dessin d'un designer et accompagner un designer dans sa créativité en transcrivant un peu ce dessin en une maquette 3D. Alors, ça peut être du surfacique, du polygonal, comme je vous l'ai dit. On a aussi maintenant du design numérique, du design paramétrique, excusez-moi, où on travaille vraiment beaucoup en plus sur cette typologie d'outils. Et puis. Je fasse rentrer quelqu'un, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'était. Tac. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Et voilà, pas de souci. Et puis ensuite, en 3D aussi, on fait de l'imagerie aussi en 3D. On fait de l'imagerie en temps réel, du VR, donc tout ce qui est casque, pour vraiment faire une immersion complète. Ensuite, on a ce qu'on appelle le 4D, où on travaille sur de l'After Effects, où vraiment on va chercher la matière. Et on va commencer aussi à regarder, parce que on en parle beaucoup actuellement, et on regarde aussi ça dans le monde du modelage, c'est l'IA. Faut pas en avoir peur, faut plutôt s'en servir. C'est juste un outil en plus, hein. Faut pas en avoir peur et plutôt vraiment s'en servir comme un nouvel outil, savoir créer des prompts et comment ce nouvel outil peut accompagner dans le modelage. Alors ensuite, sur les méthodes et les process qu'on va créer sur nos 3 années, on va avoir différentes méthodologies qu'on va apprendre. La méthodologie créative, comment on développe sa créativité, comment aller chercher vraiment les méthodologies du design. Une fois qu'on aura appris déjà ce qu'est le design, c'est la méthodologie, c'est comment le mettre vraiment en place. La méthodologie CAS, alors ça, c'est toute la méthodologie 3D. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec des outils surfaciques ou des outils en URL, ou que ce soit de la subdivision. Et ensuite, tout ce qui est les méthodologies aussi d'imagerie, de fabrication, parce qu'on crée quand même, ce sont des objets numériques, mais pour 80 ou 90% de ces objets-là, ils sont quand même destinés à être fabriqués après, que ce soit en fraisage ou en impression 3D. Il y a beaucoup de projets encore qui sont encore fabriqués. Et on va vous apprendre aussi tout ce qui est sur la gestion d'un projet, de comment on commence, comment on l'accompagne, comment on travaille, comment on collabore à travers un projet. Donc, ce qu'on a créé comme programme avec Dominique et avec mes collègues, et si j'oublie quelque chose, Marc et Laurent, n'hésitez pas à me reprendre. On l'a créé en 3 ans. Alors, la première année, c'est ce qu'on appelait les fondamentaux,
c'est découvrir déjà, se découvrir à soi et découvrir la créativité qu'on a, et découvrir les outils avec lesquels on va l'exprimer. Donc la première année, elle est complètement à l'école. On ne travaille pas l'alternance encore. On va découvrir en fin de première année, connaître déjà son niveau de créativité, mais aussi connaître les outils avec lesquels on va pouvoir travailler sur la deuxième et sur la troisième année, où là, on va rentrer en alternance. Donc en deuxième et en troisième année d'alternance, je reviens juste sur la première année. Alors, c'est pas que des cours. Il y a beaucoup de workshops en première année. Je crois qu'on a 650 heures sur les différents outils. Donc, on apprend que ce soit des outils de conception, d'imagerie, des outils de gestion aussi. Donc, il y a apprendre vraiment toute la panoplie, avoir un vernis complet de la panoplie des outils que l'on va avoir à développer sur les deuxième, sur la troisième année. La deuxième année, on va commencer déjà à avoir une alternance qui va se faire en 3 semaines d'alternance, 1 semaine à l'école. Ça. Et donc, l'alternance sur ce qu'on se fera sur les entreprises, ça, c'est une autre partie. Sur ce qui va se faire à l'école, on va on va continuer sur beaucoup de workshops. On va profiter de cette semaine-là à faire différents workshops sur la diversité des outils. On va vous donner un vernis sur. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent convenir, par exemple, au design automobile, hein, comme mes collègues et moi avons à développer, mais il y a aussi des outils qui vont plus convenir à l'architecture, d'autres à la mode. Donc, il faut quand même avoir ce vernis de différents outils pour mieux comprendre lequel outil est meilleur pour que ce soit sur de l'automobile ou sur, par exemple, de l'architecture. Donc, une fois qu'on a fait ça en deuxième année, on continue sur la troisième année, toujours avec la même volumétrie de 3 semaines chez nos collègues et 1 semaine à l'école, où là, on va créer des workshops qui vont tourner autour du modelage créa. C'est vraiment, on va approfondir l'outil. Vous l'apprendrez déjà de toute façon lors de l'alternance, mais c'est vraiment approfondir les outils. C'est des outils assez complexes pour certains, d'autres qui sont beaucoup plus faciles à apprendre, mais les outils qu'on travaille en général sur le modelage créa sont quand même assez complexes. Et apprendre vraiment aller au bout de ce qu'on peut faire avec un outil, avec cet outil-là. De la même chose, on fait du modelage créatif ou du modelage plan de forme. Donc, c'est un modelage qui est beaucoup plus technique. Le premier, le modelage créa, est vraiment, vous sortez avec un dessin d'un designer et vous allez créer en 3D la sculpture de ce que voudrait le designer. Le modeleur plan de forme, lui, va être plus déjà dans la mise en qualité et y apporter toute la technicité pour rendre la pièce faisable. Et ensuite, le CGI artist, ça c'est vraiment pour le design, c'est la mise en valeur de votre travail numérique, donc à travers des images, à travers des films. Donc ça c'est aussi un pendant qui est très très important. Le dernier des piliers, c'est se professionnaliser, parce qu'on forme des professionnels, hein, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un professionnel ? C'est quelqu'un qui parle anglais. Hein, donc, et là, je peux vous assurer que l'anglais va être très important dans cette formation. Hein. Quand on en a parlé, hein, les volumes d'anglais sont vraiment très, très conséquents. Parce que c'est un métier international. Hein. C'est une certitude. Hein. C'est-à-dire que c'est un moyen, si vous voulez voyager, modeler, c'est un bon métier. Hein. Surtout si vous avez du talent. Il faut savoir s'exprimer, hein, parce que vous avez compris que la dimension storytelling, la capacité à raconter des histoires, à mettre en scène, hein, ces propositions est déterminante. Donc, il faut savoir en parler. Hein. Donc, parler devant un public, défendre ses propositions devant un public, quelle que soit sa taille, c'est quelque chose d'important. Comprendre l'entreprise, ça, c'est un élément aussi déterminant. Et ça, c'est pareil, dans toutes nos formations, il y a ça. C'est-à-dire que oui, vous allez rentrer en alternance. Vous allez passer 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école.
Donc forcément, vous allez être confronté aux réalités de l'entreprise. Mais souvent, on est confronté aux réalités de l'entreprise sans en avoir les codes. Et donc, c'est mieux d'avoir les codes avant de rentrer dans l'entreprise qu'après. C'est-à-dire qu'on les apprenne sur le tas. On gagne beaucoup de temps, on s'évite quelques souffrances aussi, hein, ou quelques surprises. Et donc là, on va passer le temps qu'il faut pour expliquer un certain nombre de choses sur la manière dont fonctionne une entreprise. Et vous verrez que c'est plus simple derrière de s'y intégrer à partir du moment où on comprend les codes qui sont à l'œuvre. La réappropriation du corps, c'est déterminant. Si je prends une voiture, ce sont nos corps qui sont plongés à un moment donné. C'est nos corps qui sont assis, c'est nos corps qui bougent, qui transforment nos décisions en actions. Donc, le corps est déterminant dans un métier comme celui-ci, comme pour le métier de designer d'ailleurs. Et donc là, vous allez avoir un cours qui vous permet de reconnecter le geste créatif et le corps. Parce qu'à la fin, les designers, les modeleurs, ils travaillent pour le corps des gens. C'est-à-dire que vous soyez assis dans le baquet d'une voiture ou sur un siège où vous vous couchiez, c'est vos corps qui vous disent c'est raté ou c'est réussi. C'est pas abstrait, c'est très très concret, la manière dont on vit la réussite d'une proposition. Donc là, on a un cours qui est vraiment là-dessus. Et puis, et c'est une des vraies caractéristiques de l'école, vous allez être accompagné professionnellement sur les 3 ans. Comment ça se passe? On a une équipe de coachs professionnels et qui vont vous aider à définir votre projet professionnel sur les 3 ans. Ils vont travailler avec vous en demi-groupe, parce que on y viendra tout à l'heure, mais grosso modo, une classe, c'est une vingtaine de personnes, voilà, dans des groupes de 10 plutôt, pour travailler sur, entre autres, sur les postures professionnelles, mais aussi sur l'émergence du projet personnel. Et puis, chaque étudiant a un coach personnel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous suivre sur les 3 ans, la même personne. Donc ça, c'est quand même assez rare. Le déploiement, donc, il a lieu sur 3 ans, vous l'avez compris. La première année, donc la première entrée, c'est septembre 2025. C'est bientôt, C'est 23 étudiants maximum. Voilà, c'est vraiment maximum. Idéalement, c'est 21, mais 23, on sait les prendre, parce que nos labos informatiques, il y a 24 postes, 1 pour le prof et 23 pour les étudiants. La première année en formation initiale, voilà, c'est 650 heures à l'école. Donc là, il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'alternance, vous êtes à l'école tout le temps. 650 heures de face à face, ça c'est beaucoup plus d'heures de travail. Les deuxième et troisième années sont en alternance, c'est à peu près 400 heures chacune. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Comment on candidate? Alors, c'est assez simple, c'est une admission hors Parcoursup. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir, d'ailleurs ça serait un peu tard, parce que c'est la limite, c'est demain, soir, voilà, à 5 heures. Là, c'est en direct avec nous. C'est une admission sur dossier entretien. Et donc, il faut contacter Sandrine, qui est là avec nous, Sandrine, et qui est la responsable des admissions de l'école. Son mail, c'est admission@cy-écolededesign.fr. Son téléphone, il est là, le 06 35 56 56 58. Elle est joignable tout le temps, pas le soir, ni le week-end, mais elle est disponible pour répondre à vos questions. Et puis, pour faire un premier bilan de vos motivations et de votre projet, et puis sur cette base-là, on organise des entretiens avec les acteurs de la formation, que ce soit à l'école ou chez les partenaires, pour qu'on puisse comprendre et évaluer votre capacité à rejoindre ce projet-là. Voilà, et donc, c'est assez simple. À partir du moment où on vous a vu, on vous donne une réponse assez rapidement pour vous dire oui et bienvenue, si vous le désirez, ou non. Il ne me semble pas que ce soit une formation faite pour vous. Voilà. Parce que il ne suffit pas de candidater pour être accepté. Et à partir de ce moment-là, comme nous sommes l'université, nous, on vous signifiera si c'est positif, le fait que vous êtes accepté dans cette formation. Vous pouvez nous écrire en disant moi, ça m'intéresse, d'une certaine manière, je réserve ma place. Mais les inscriptions en elles-mêmes n'ont lieu qu'en juillet. Parce que nous sommes l'université. L'université, c'est des trucs un peu scandés comme ça. Il y a des trucs qu'on ne fait pas avant, puis à un moment donné, il y a une date qui tombe et hop, on peut commencer à les faire. Donc là, l'inscription administrative elle-même aura lieu à partir du mois de juillet. Et par contre, vous pourrez réserver votre place avant. Et on la conservera, évidemment. Combien ça coûte? Parce que on est une école publique dans un campus privé.
Mais la formation, elle a un coût. D'accord. Bon. Elle a un coût que la première année, en fait. Elle coûte 7 500 €. C'est gratuit pour les boursiers, hein. C'est-à-dire que les boursiers payent 0. Et les années 2 et 3 sont en alternance, c'est-à-dire qu'en fait, la formation, elle est payée par l'entreprise, en fait, très exactement par l'organisme de formation de l'entreprise, hein, et vous êtes rémunéré. Et il y a des règles très strictes, hein, qui définissent votre niveau de rémunération en fonction de l'année de formation. Donc, c'est une scolarité maximum de 7 500 € sur 3 ans, ou 0. Donc, hein. Donc, à comparer au prix de formation privée, je dirais comparable, même si rien n'est comparable à cette formation, parce que franchement, c'est la plus belle des formations, hein, sur le sujet. Mais en tout cas, si vous regardez les prix, on est entre 4 et 5 fois moins cher. Donc, vous imaginez l'économie pour les familles. Voilà. Et voilà, donc oui, il faudrait être fou pour dépenser plus, hein. Moi, c'est ce que je pense véritablement. Alors, c'est une référence que les parents vont comprendre et que les étudiants ne vont pas du tout comprendre. Ça fait référence à une publicité, hein, de Eram qui vendait des chaussures. C'était pas terrible d'ailleurs. Et donc, ils avaient par contre une belle campagne de publicité où ils disaient il faudrait être fou pour dépenser plus. Et donc, voilà le programme qui vous est proposé. Vous avez pu entendre qui vous le propose, évidemment. Le contexte dans lequel cette formation est proposée, c'est une très belle école de design dans un très beau campus, avec de magnifiques partenaires, et puis des perspectives professionnelles qui sont certaines, qui sont établies. Voilà. Vous voyez, voilà, nous sommes une école de design, l'école du dessin, EIN, parce que vous voyez, ce petit jeu de mots dessin, c'est à l'origine du mot design. Et voilà, je vais arrêter le partage et on est prêt à répondre à vos questions. Alors, vous pouvez les poser en direct. Vous pouvez les poser dans la chat box si vous êtes timide. N'hésitez pas, c'est la première question qui est plus difficile. Ou alors on a été hyper clair, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'était limpide. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de Stellantis, de Renault et puis d'autres gens. Est-ce que je me projette au-delà de la première année, est-ce que c'est uniquement avec ces principaux partenaires que les étudiants sont amenés à collaborer, ou est-ce qu'ils peuvent être amenés à aller vers d'autres partenaires, que ce soit dans le milieu de l'automobile ou dans d'autres milieux, puisque vous avez fait mention du fait que, enfin, c'était pas vous, c'était votre collègue qui a parlé de d'autres disciplines. Tout à fait. Alors, la réponse est évidemment que nos partenaires sont des destinations naturelles, hein, pour nos alternants, hein, mais non exclusives, hein. Les alternants choisissent leur projet, hein. Genre, si quelqu'un veut travailler dans le monde du luxe et qui trouve une alternance dans le monde du luxe, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas faire son alternance dans le monde du luxe, hein. Les étudiants restent libres de leur destinée, hein. Nous, on leur donne des savoirs, des pratiques, des postures, des valeurs, j'espère aussi. Et derrière, liberté absolue de l'étudiant de trouver son alternance, hein. Il est certain que nos partenaires vont, dans la mesure où ils vont aussi participer aux enseignements, ils vont identifier les talents et seront certainement demandeurs, pour certains d'entre eux, de les voir travailler au sein de leur entreprise, hein, que ce soit Stellantis, Renault, Mold ou Technicon, et d'ailleurs d'autres avec qui on discute, hein, et avec qui on a discuté pendant la création de ce bachelor. Donc là, il y a vraiment une liberté absolue. Et au niveau de justement cette possibilité d'aller voir chez d'autres partenaires, est-ce qu'il y a une limitation géographique? Vous avez mentionné l'anglais tout à l'heure. Par définition, vous savez, alors, il faut simplement que l'entreprise puisse être éligible
à l'alternance, parce que l'alternance, c'est une modalité franco-française, hein, là, dans le cas présent, dont on bénéficie, hein, puisque l'entreprise paye la formation et salarie l'étudiant, d'ailleurs qui a un statut particulier, qui est le statut d'apprenti, hein. Donc, c'est plutôt un problème, je dirais, de statut des entreprises, hein, plutôt que de leur statut géographique, parce qu'effectivement, avec 3 semaines, une semaine, vous pouvez imaginer de faire votre alternance loin, hein, c'est pas un problème, hein. Il peut l'être budgétaire, parce que si vous faites votre alternance au Danemark et que les 3 semaines vous revenez, Je veux dire au niveau des... compliqué, parce que bon, vous êtes une université, et en tant qu'université, j'imagine que vous avez des deals avec d'autres établissements, que ce soit en Europe ou ailleurs, et que peut-être... oui, ben là, mais ça, c'est de l'échange universitaire, on n'est pas du tout dans ça, hein. L'alternance, elle se Oui, fait dans mais une entreprise. je suis bien conscient de ça, mais ce à quoi je fais référence, c'est juste Oui. la facilité d'un point de vue administratif, avec des... pas du tout, Là, c'est pas... à ma connaissance, ça D'accord. n'existe pas, hein. C'est-à-dire qu'on puisse placer des alternants à l'étranger, enfin, sauf à ce que ça soit une entreprise française qui missionne quelqu'un, mais qui est salarié de l'entreprise française, et sa mission est à l'étranger. Alors, ça dépend en fait du rattachement puis de l'étudiant. C'est que l'entreprise fonctionne sur une entreprise française, c'est certain. Maintenant, l'étudiant peut parfaitement être en mission, je ne sais pas, à Londres, par exemple, mais par contre, en tant que salarié français, mais qui serait missionné sur Londres, quoi. Mais il faut que l'entreprise qui embauche l'étudiant en tant qu'apprenti Faut qu'elle paye soit une ses entreprise impôts en française. France, c'est ça Ça, que vous c'est voulez sûr. dire. Faut qu'elle paye ses impôts en France, c'est ce que vous voulez dire. Pardon? Alors, oui, enfin oui, que ce soit une entreprise qui soit connue comme une entreprise installée en France, oui, absolument. Ça peut être une entreprise internationale, hein, mais par contre, il y a une filiale française. Ok. Alors, Excusez-moi, Rémi, question aussi. Je suis sur mon téléphone, donc je ne vois pas tout l'écran. Le statut d'apprenti en 2e et 3e année reste associé à un statut étudiant avec l'accès au Crous et alors, aux en bourses, bourse, non. ou Ah pas? non, en bourse, vous n'avez plus de bourse, là, parce que à partir du moment où vous êtes salarié, D'accord, ok. vous ne bénéficiez plus de la bourse. Par contre, vous pouvez manger au resto du Crous, bien sûr, parce que D'accord. vous avez un statut hybride, hein, vous êtes un étudiant salarié. Donc, D'accord. vous perdez la bourse, ça c'est sûr, hein, il n'y a plus de bourse, parce que vous recevez un salaire. Oui. Mais par contre, vous accédez aux autres facilités auxquelles les étudiants accèdent, hein, bien sûr. Oui, je posais la question, quand je disais boursier, c'est par rapport au Crous, genre les logements, s'il y en a Je aux pense que alentours oui. de. Je pense que Oui. oui. Ouais, je pense que ça n'a pas d'incidence. Ok. Je vois qu'il y a une question qui a été posée dans la chatbox. Donc, avez-vous prévu d'ouvrir une formation similaire de niveau master? La réponse pour l'instant, c'est plutôt non. Mais par contre, on n'y a pas réfléchi pour dire la vérité, hein. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a ouvert tout de suite la possibilité pour les étudiants diplômés de ce bachelor de continuer dans le master de design global, dans la limite des places disponibles, évidemment. Ça, oui, parce qu'en master en design global, on peut rentrer en 4e année quand on a l'équivalent d'une licence, d'un bachelor, dans, on dirait, les industries créatives, pour être très, très général, quoi. Ça, oui, ça on pourra. Quelle est la probabilité d'embauche chez les partenaires suite aux 2 années d'alternance? Alors là, je ne peux pas répondre, moi, à ça, mais ouais. C'est un peu. Alors, il y a un besoin, il y a vraiment un besoin, que ce soit. Alors, je vais parler dans le monde de l'automobile actuel, hein, mais pour le monde de l'automobile actuel, il y a un réel besoin parce qu'il y a très peu d'écoles. Et il y a 2 écoles privées en France qui forment des modeleurs numériques.
Et c'est la seule école qui formera des modeleurs numériques en alternance en France. Donc nous, on sera à même, comme on cherchait vraiment à créer ce cursus très spécifique. Ça fait un moment que ça nous trottait dans la tête et nos voisins allemands l'ont créé et ils s'en servent majoritairement au niveau de l'automobile. Donc, vous garantir qu'il y aura des embauches, on ne peut pas le garantir comme ça, mais on a une population, je vais parler par exemple chez Renault, on a une population assez vieillissante, on va dire, et on commence à recruter petit à petit euh, pour, pour travailler de plus en plus en numérique. Pour vous donner un ordre d'idée, on était 40 modeleurs numériques chez Renault il y a 5 ans, on est déjà passé à 60. Et puis maintenant, avec tout ce qui est imagerie, des choses comme ça, qui se rajoutent encore en plus, et le virage du numérique est tel qu'on fait 80% maintenant de nos voitures en numérique, 90% en numérique. Si on ne croyait pas vraiment pouvoir recruter derrière, je ne pense pas qu'on aurait travaillé avec Dominique à créer cette formation-là. Je pense que mes collègues ont un peu le même. On ne peut pas assurer, mais c'est dans cette optique-là. C'est de pouvoir avoir, à la fin de ces 3 ans-là, avoir des gens qui soient déjà autonomes, complètement indépendants, qui connaissent l'entreprise et que nous, on les connaisse pour pouvoir la recruter derrière. Juste pour ajouter, je pense que quelqu'un qui est en alternance sera à un niveau équivalent et par rapport à un étudiant d'une autre école sera forcément prioritaire. Bien sûr. Et il connaîtra le terrain, enfin il sera déjà sur place et donc ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus simple pour les deux parties de se mettre d'accord. Donc il y aura en tout cas un avantage par rapport aux autres formations. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer, voilà, c'est ce que disait aussi Vincent dans la chatbox, c'est-à-dire que forcément, quand vous passez 2 ans dans une entreprise, et donc l'entreprise a fait l'effort aussi de vous intégrer à l'entreprise, à sa culture, à l'équipe, etc., ou aux pratiques aussi, parce qu'il y a voilà, hein. Chaque entreprise a des cultures et des organisations différentes. C'est quand même plus, ça sera un gâchis de se dire, bah, finalement, non, on va en prendre. Voilà, donc on sait très bien, bah, c'est de l'alternance de manière générale, hein, mais en particulier là pour cette formation. Alors, Gaspard pose la question, quels sont les logiciels qui seront enseignés? Alors, on va parler pour le milieu de l'automobile. On a des logiciels très spécifiques qui sont Alias. On commence beaucoup aussi maintenant à travailler avec Blender. Sur de l'imagerie, c'est d'autres logiciels. Donc, on va essayer d'avoir de faire apprendre un maximum d'outils au moins, suivant aussi les spécificités du métier. Hein. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3 spécialistes qui sont dans l'automobile à présenter ce diplôme que ça va être uniquement pour l'automobile. On a déjà aussi parlé, on a des gens qui sont partis de l'automobile pour partir dans le luxe, pour partir chez Decathlon, pour partir faire de l'architecture. Bah, c'est pas le même, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément les mêmes logiciels qu'ils vont apprendre, mais les logiciels de base pour créer de la modélisation 3D, on tourne autour de Alias et de Blender. Et, on avait parlé de Rhino, et Rhino aussi. Ouais. Mais je dirais ce qui peut être le plus intéressant pour les futurs étudiants, c'est surtout qu'on va leur enseigner une méthodologie qui leur permettra qui sera fondamentale et transversale aux outils. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tant parlé que ça des logiciels, qui restent des outils, mais qu'on a mis à un moment un slide sur les méthodologies. Et une fois que vous êtes à l'aise avec la méthodologie, vous avez juste, entre guillemets, à apprendre l'interface de l'outil pour pouvoir derrière dérouler votre savoir-faire. Et c'est vrai que ça a été au cœur, dès le départ de notre discussion, c'est ça qui est apparu. C'est-à-dire que plutôt que de faire une focalisation sur on va apprendre tel outil, on va apprendre les méthodologies et les outils servent de support et de contexte de mise en œuvre de la méthode, sachant que un outil, on peut remplacer un outil par un autre, hein, et ça arrive régulièrement, les outils arrivent et remplacent d'autres. Il y a des éditeurs de logiciels qui s'en souviennent amèrement, et donc c'est un point très important.
on a gardé, pour vous donner faire un peu l'historique, on a beaucoup de modeleurs physiques qui faisaient de la clé, qui sont passés au monde du numérique maintenant. On leur a juste appris un outil. La créativité, la vision 3D, ils l'avaient déjà en eux-mêmes. Ça, c'est ce que nous, on va vous apprendre pour ensuite pouvoir la donner à travers. On va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir donner votre créativité et accompagner le projet avec votre créativité à vous. Alors, on me pose une question. Un book est-il nécessaire pour rentrer? Non, un book n'est pas nécessaire pour rentrer. Si vous en avez un, franchement, il faut nous le montrer. Hein. Voilà. Ça va être l'appétence pour le métier, pour le volume aussi, hein, c'est-à-dire que, voire pour l'industrie elle-même. Hein, il y a des gens qui sont des malades de voiture, voilà, j'en connais. Et, donc, et ça motive parfois des projets professionnels. Hein. Et donc, l'entretien, c'est un entretien de personnalité, de motivation. Hein. Il est déterminant. Tout ça, ça s'apprend. Hein. C'est comme, on peut recevoir dans une école de design sans dessiner. Hein. Chez nous, il y a des gens qui rentrent dans l'école pour faire le master en design global, ils ne savent pas dessiner. Hein. Dessiner, ça s'apprend. Hein. Mais par contre, être une bonne personne, être motivé, savoir collaborer, savoir bien communiquer, ça s'apprend aussi. Mais dire, après, il y a des choses qui relèvent de la posture, de la posture des gens, hein, des valeurs, de la motivation, de l'énergie, et on peut les mettre au service d'un chemin comme un autre. Hein. Donc, c'est vraiment l'entretien individuel, l'entretien de personnalité qui fait qu'on va dire, oui, là, ça va être bien de travailler avec ces personnes-là. Alors, les étudiants en première année restent-ils étudiants lorsqu'ils deviennent apprentis ou finalement deviennent-ils des salariés qui étudient durant la deuxième année puis la troisième année? Alors, c'est le statut un peu particulier des apprentis, hein, qui sont à la fois des étudiants et des salariés. Parce qu'ils sont vraiment salariés, hein, les apprentis. Alors, c'est un statut salarié particulier parce qu'ils ne sont pas en CDI. Hein. On pourrait dire que ça ressemble à un CDD d'une certaine manière. Hein. Ils ont les deux. Ils ont un statut. C'est un statut d'apprenti. Quand on est apprenti, ben, on est un salarié quand on est dans l'entreprise et on est un étudiant quand on est à l'école. Et c'est pas imposable. Non, c'est pas imposable. Ouais. Et voilà. Donc, ils ne sont pas. Pardon. Alors, quel est le profil de l'équipe pédagogique? Alors, c'est celui-là. Donc, alors, le profil de l'équipe pédagogique, vous allez avoir à la fois des gens, par exemple, tout ce qui va être la culture, etc. C'est des gens qui travaillent déjà dans l'école de design hein, et qui vont faire ces cours autour de l'histoire du design, de la modélisation, de l'art. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les méthodos, là, on va s'appuyer entre autres sur l'expertise de nos partenaires, hein, bien sûr, hein, qui sont déterminants, hein, parce qu'on a fait la conception avec eux, et on l'a fait parce qu'ils avaient l'expertise et ils avaient aussi la perspective sur le métier, mais aussi parce qu'ils sont capables de participer à la délivrance des savoirs et des méthodes associées au métier. Alors, les partenaires ne seront pas absents des enseignements. Alors, sont-ils en activité? Bah oui. Pour nous, c'est déterminant, ça. Mais pour toutes nos formations. Hein. C'est-à-dire qu'on considère que les formations sont pertinentes parce que ceux qui délivrent les enseignements, bah, ils enseignent ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est très, très important pour nous, pour toutes nos formations. Hein. Sur le design, c'est pareil. Hein. C'est que des professionnels qui interviennent. On n'a pas de prof attitré à l'école. Non, on n'a que des gens qui sont des professionnels et qui interviennent en tant que tels. Et certains viendront les partenaires, ça c'est sûr. C'est évident. Et même parfois, certaines choses, on en avait parlé entre autres de workshops, pourront avoir lieu chez les partenaires. En contexte, véritablement. J'ai une question à nouveau. Oui. C'est par rapport au statut de l'étudiant salarié apprenti. Mm-hmm. Cette personne se retrouve intégrée dans un groupe ou une PME, enfin peu importe, dans le monde professionnel, et il est sujet, comme n'importe quel salarié, aux aléas de l'économie. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, par exemple, un étudiant peut changer
d'alternance, est-ce qu'il se retrouve finalement comme un salarié qui se retrouverait au chômage, ou comment ça se présente tout ça? Oui, bah, c'est des très bonnes questions, hein. Même si c'est pas la règle, hein, ça arrive, hein. Alors, un apprenti, quand il est, enfin, du point de vue de l'entreprise, c'est comme un salarié, hein. Donc, il a exactement les mêmes droits, hein. Il n'en a pas moins, hein. Donc, en gros, le droit, c'est de dire je veux partir dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que vous avez une période d'essai, et donc, pendant la période d'essai, les deux parties peuvent décider de se séparer. Et puis, en dehors de la période d'essai, bah, c'est les règles, hein, qui s'appliquent, hein, de l'entreprise, qui décrivent les conditions dans lesquelles l'apprenti peut partir. Soit parce qu'il veut partir, soit parce qu'on lui demande de partir, hein. Voilà. On a exactement, c'est les mêmes règles que pour n'importe quel salarié. La seule différence, c'est que, évidemment, l'apprenti continuera d'être un apprenti du point de vue de l'université, même s'il n'a pas d'entreprise. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va se mettre à chercher une autre entreprise pour porter son alternance. Et il a 6 mois pour la trouver. Voilà. À partir du moment où il a quitté son alternance précédente, il a un statut d'apprenti, de la même manière, et il a 6 mois pour trouver une autre entreprise pour porter son alternance. D'accord. Là, c'est une question pratique liée à ça. Les étudiants, ils ont la sécurité sociale étudiante, n'est-ce pas? Tout à fait. En tant qu'apprentis, ils sont à quelle sécurité sociale? Celle du monde du travail ou celle des étudiants? Je pense ils ont la sécurité. C'est une bonne question. Et en fait, Parce que c'est associé finement, je dirais, au statut, on va dire, entre guillemets, quelque part précaire, où on est le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression, et on ne sait pas si on est plutôt d'un côté ou de l'autre, parce qu'on a deux droits. On a le droit des étudiants et puis on a le droit du monde du travail. oui, enfin, la sécurité sociale, c'est la même pour tout le monde, hein. Donc, In fine, oui, mais l'accès est différent. alors là, pour le coup, vous me posez une colle, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est la sécurité sociale de l'entreprise, mais peut-être que je me trompe. Et donc, on va se renseigner et on va vous trouver la réponse. Mais c'est bien. Je vous en prie. Alors, Nathalie, est-ce qu'il est possible ensuite d'évoluer professionnellement comme designer? Est-ce que le modeleur peut exprimer sa créativité ou est-il uniquement au service du designer? Alors, je vais vous donner ma réponse. Philippe et Marc, Laurent pourraient répondre. Alors, en ce qui concerne, vous avez compris qu'en ce qui concerne en tout cas la formation, c'est possible, sans garantie, mais c'est possible de passer, une fois qu'on a le diplôme de modeleur créatif chez nous, de pouvoir candidater pour rentrer dans le master en design. Ça, c'est possible. Donc, forcément, d'évoluer comme designer. Ensuite, est-ce que le modeleur peut exprimer sa créativité ou est-il uniquement au service du designer? Bah, on espère bien qu'il va exprimer sa créativité, parce que c'est pour ça qu'on crée la formation, hein. On a bien insisté pour que créatif soit dans l'intitulé de la formation. Donc, c'est pour nous un enjeu. Donc, non seulement on espère qu'il va pouvoir, mais on espère qu'il va devoir, parce que c'est pour ça qu'on le forme. Est-ce qu'il est uniquement au service du designer? Je pense que ce n'est pas une question d'être au service d'eux. En fait, il est au service du projet, hein, parce que le designer, il est au service du projet, donc au service de quelqu'un à la fin, et quelqu'un, c'est l'utilisateur de sa proposition, hein. Et donc, c'est plutôt une collaboration avec le designer, hein. C'est-à-dire que le designer, il sait faire des choses que le modeleur ne sait pas faire, et inversement, hein, il y a des choses que le modeleur sait faire que le designer ne sait pas faire, et c'est de leur dialogue, et de leur dialogue créatif, hein, que naît justement la beauté de la proposition, hein. C'est-à-dire que le designer, il a des intentions, il les exprime par le dessin, il ne voit pas forcément tout, les contraintes qu'il y a derrière son dessin, il ne voit pas non plus forcément toutes les potentialités qu'il y a derrière dans son dessin, et puis le modeleur, bah, lui, il est là d'une certaine manière, c'est un mailloticien aussi, hein. Il révèle des choses, en mettant en volume la proposition du designer, il en révèle aussi beaucoup de potentialités, il le rend fabricable aussi à un moment donné, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'idée, si on veut qu'elle arrive sur le marché, c'est qu'elle est fabriquée, hein. Et donc, c'est vraiment le dialogue, hein. Et le designer, mais il n'y a pas que le designer, hein. Globalement, dans l'équipe, vous avez des designers, vous avez des gens qui sont plutôt du côté des communicants, du côté du marketing. Et vous voyez, quand on vous parle de narration, de la mise en récit, de la mise en scène, là, on est plutôt du côté de la communication, hein, véritablement. Et donc là, le modeleur,
c'est nouveau, hein, et c'est pour ça qu'on a voulu l'intégrer dans la proposition. Le modeler, il s'intègre dans des projets qui sont dans des dimensions qui ne sont pas simplement ça se fabrique, c'est joli, mais c'est communicant, ça parle, c'est séduisant, ça a du sens aussi. Et je pense que c'est ça l'objectif de la formation, hein, c'est de pouvoir créer ces modeleurs qui sont capables de dialoguer avec tous les membres de l'équipe. Oui, pour rebondir sur ce que disait Dominique, on a bien porté l'attention sur le côté créatif. On ne veut pas que des gens qui soient des fabricants. On veut des gens qui apportent leur patte créative sur la numérisation, sur la modélisation qu'ils sont en train de faire. C'est des gens qui puissent comprendre que quand les designers, quand les directeurs font le marketing, la maquette numérique, elle cristallise beaucoup de personnes. Elle cristallise le monde de l'ingénierie, elle va cristalliser le marketing, elle va cristalliser le design. Et le modeleur, lui, il doit faire un peu une addition de ces différents points de vue. Il travaille beaucoup en binôme avec le designer, mais il doit aussi comprendre les attendus qui sont faits, que ce soit au niveau de l'ingénierie, que ce soit au niveau du marketing, au niveau de la direction générale. Donc, il apporte, il analyse et il apporte aussi sa patte créative. Si on ne veut pas en faire un modeleur créatif, il y a des modeleurs qui vont s'habituer à ça, qui vont être plus dans la fabrication. Mais dans le modeleur, dans la créativité, c'est presque le premier outil qu'il devra développer. Mmh. Là, Marion pose la question, quelle différence entre un modeleur et un prototypiste? Alors, pour moi, un prototypiste, c'est un fabricant. C'est quelqu'un qui fait une pièce qu'on vient de lui donner. Un modeleur, il va créer la pièce. C'est deux mondes différents. Il y en a un qui va réaliser la pièce, l'autre qui va la créer numériquement. Je me permets de rajouter un petit peu d'explication pour Nathalie. Est-ce qu'il est possible d'évoluer? Oui, sur le papier, rien ne l'empêche. Il faut un talent exceptionnel. Voilà. Mais avec le talent, toutes les portes s'ouvrent. C'est clair. J'ai dans mon équipe des gens qui sont devenus designers. Mmh. Donc oui, c'est possible. Mais il faut que ce soit exceptionnel. Et on a, nous, par exemple, des modeleurs qui sont devenus chefs de projet, qui vont plutôt sur le côté un peu plus technique, mais qui connaissent le modelage par cœur. Et du coup, c'est vraiment ils ont des armes, des atouts qui sont non négligeables. De toute façon, dans le monde actuel, tous les jeunes modeleurs qu'on a recrutés les dernières années, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne feront pas 40 ans dans le modelage numérique. Et ils ont envie d'évoluer. Alors, on évolue à travers les outils, parce que les outils évoluent à une vitesse considérable, mais ils veulent évoluer aussi sur d'autres postes. Typiquement les postes de designer, les postes de chef de projet. Il y a beaucoup aussi, on a des chargés d'affaires aussi qui vont faire ça. On a des référents métiers aussi qui vont apprendre justement le côté créatif et qui vont le développer aussi au sein de l'entreprise. Donc, bien sûr, qui ne vont pas être mono-métier. C'est un point important, hein, mais en même temps, c'est un point important pour tous les métiers, parce qu'on pourrait se dire que les parents et les étudiants se posent toute la question de la manière dont les métiers vont évoluer. Il est fini le temps où on pouvait rentrer dans une entreprise et puis rester d'ailleurs toute sa vie et y faire le même métier. Une forme de stabilité. On sait très bien qu'avec les ruptures technologiques, tout change. Par contre, il y a une chose qui ne change pas, et c'est là, je pense que c'est un point très important, et que cette formation, mais comme les autres de l'école, porte, c'est cette idée que les métiers n'ont de sens que parce qu'on collabore, en fait. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste, on n'est pas posté sur là pour faire des gestes mécaniquement. On est dans une équipe. Et avec des talents différents, parfois en faisant des métiers similaires ou pas, mais on n'a pas les mêmes talents, même avec le métier similaire, et par contre, on participe à quelque chose qui relève du projet. Et donc, être formé dans une culture du projet, travailler dans une culture du projet, c'est se préparer à prendre d'autres places dans le projet. Qu'est-ce qui fait qu'un modeleur qui a du talent ne deviendrait pas designer? Il peut, ou chef de projet, ou manager, hein.
tout d'un coup, on devient le patron d'une équipe de 10, 15, 20, 50 personnes parce qu'on a éprouvé le goût de l'animation humaine et en même temps, on maîtrise des sujets techniques, c'est-à-dire qu'on peut d'autant plus manager les gens qu'on sait de quoi on parle. Il ne s'agit pas simplement de venir d'une école de management et puis et de confronter une population qui maîtrise des sujets techniques complexes. Ça va être compliqué de piloter ces gens-là si on ne partage pas leur culture. Voilà. Et donc là, c'est l'ascenseur professionnel et donc social aussi, d'une certaine manière, il doit pouvoir s'exprimer et je pense que c'est la culture du projet qui permet ça. Et la culture du projet, vous savez, ça a un autre nom, ça s'appelle le design. Et donc là, parce que les modeleurs, ils font du design, hein, ils participent au design. Hein, sans eux, il n'y a pas de design. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que des designers, il n'y aurait pas de design. Hein. En fait, il n'y aurait que des gens d'une seule couleur, il n'y aurait rien. Même. Donc, et donc ça, c'est quelque chose qui doit rassurer, à se dire, à partir du moment où on est engagé dans son métier, qu'on est engagé dans une équipe, et qu'on participe de la création et je dirais aussi de la pérennisation d'une culture, bon, tout est permis. Hein. Alors, Il y a quelques questions qui ont été passées. ouais, les aspects de la formation que vous mentionnez se trouvent-ils dans l'autre formation en 5 ans ou pas? Alors, les designers, on les forme à la 3D, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que justement, on veut aussi qu'ils puissent dialoguer avec des modeleurs pour qu'à un moment donné, ils aient des concepts communs, hein, des références communes. Mais quand nos designers, ils vont faire 36 heures de Rhino. Hein. C'est tout. Hein. Donc, c'est pas avec 36 heures de Rhino qu'ils vont se transformer en modeleur, hein, ça, c'est certain. Mais par contre, ils auront une pratique suffisante pour pouvoir comprendre, et puis éventuellement plus y affinité, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup hein, derrière, on les initie, puis après, ils s'investissent dans l'outil. Mais nous, on forme des designers, on ne forme pas des modeleurs. Ça, les modeleurs, on veut dire dans la formation en design global. On leur fait toucher plein de techniques, plein d'approches, plein d'outils. L'enjeu pour vous, c'est la conception. Hein, d'accord ? Et vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour matérialiser vos propositions. Mais à la fin, on est bien sûr dans de la forme, dans du scénario d'usage, dans du service, dans de l'interaction, dans beaucoup de choses très très différentes. Hein. Et sachez que vous ne ferez rien tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez travailler avec des gens qui maîtrisent des sujets que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Et donc, la modélisation. Et donc, de la techno. Donc, vous concevez l'interface d'une application, bah, vous ne savez pas forcément la programmer. Hein, donc, et par contre, vous avez compris ce que c'est que l'interaction. Donc, c'est vraiment 2 formations différentes. Et par contre, qui se parlent. Hein. Alors, est-ce que la différence entre ces 2 cursus est principalement le côté hands-on? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que les enjeux conceptuels, créatifs, techniques ne sont pas les mêmes. C'est tout. Mais nous, on a des designers qui passent leur temps à l'atelier. Hein, parce qu'ils adorent être hands-on, justement. Mais ce qu'ils vont faire à l'atelier, ce n'est pas ce que fera un modeleur. Alors, c'est une bonne question, Vincent. Avant que tu y répondes, je vais juste dire, mais c'est une très bonne question, votre question, Vincent. Aux personnes, là, aux entreprises, quelle est la place des filles? Alors, à l'école, en tout cas, je peux vous dire que toutes nos formations, donc on va voir si le théorème va se vérifier pour le bachelor modelage créatif, c'est 70% de filles. Toutes nos formations, c'est 70% de filles. Donc, on va voir si le bachelor, ça va être l'exception qui confirme la règle. S'il va y avoir plus de garçons que de filles. Mais maintenant, je vous laisse répondre. Maintenant, chez vous. Alors, nous, chez Renault, il y a une réelle dynamique justement d'embauche de filles. On sait tous que le milieu automobile, hein, c'est plutôt un métier majoritairement masculin. Ça a beaucoup changé. Il y a vraiment beaucoup d'aide, même dans la détection des personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 4 dernières personnes qu'on a embauchées en modelage, sur les 3 marques qu'on a chez Renault Group, j'ai 3 filles. Okay. J'aurais pas pu le faire il y a 10 ans parce qu'on n'en voyait pas dans les écoles. Et on est vraiment très très content.
Avant, les écoles, sur une classe de 20, il y en avait 3-4. C'est ça. C'est ça. Là, on arrive déjà sur des écoles sur du 50-50. Donc, naturellement, parlant, la place féminine va arriver de plus en plus. Par exemple, sur un cursus de modelage, par exemple, moi, dans mon équipe, je dois être déjà à 30% au moins Ouais, de filles en embauche, quoi. ouais. Et Laurent, chez vous? En fait, c'est Philippe qui me les a prises. En fait, elles viennent de chez moi. Donc, j'ai perdu pas mal. Voilà. On aimerait qu'il y en ait plus, ouais, clairement. Ouais, clairement. Donc, je sais, Philippe, on pense à Hélène, à Émilie. Voilà, elles étaient chez moi. Clairement. On se balade. Mm. Alors, Nathalie, les cours sont-ils tous en présentiel? Oui, tous. Ouais. Il n'y en a aucun qui sera en distanciel. C'est la règle. Hein. Je dis tous. Ça peut arriver qu'ils soient en distanciel parce qu'on a un problème, je sais pas, de salle ou le prof est trop loin. Donc, mais sur les outils, m'étonnerait. Hein. Tout ce qui va être matériel, tout ce qui va être atelier clé, tout ce qui va être l'atelier de manière générale, et tout ce qui va être l'apprentissage des outils, compliqué de faire des cours à distance. Quoi. On est vraiment dans une relation proximité. Et nous, on aime bien que les gens soient là. Voilà. Ouais. On aime bien que les gens soient là, que les gens puissent voir ce que les autres font, etc. Et puis, les corps sont à l'œuvre aussi dans la pédagogie. Hein. Quand vous ne communiquez pas la même énergie, la même passion quand il y a un écran entre vous et les étudiants. Compliqué. Il y a quelques questions qui ont été oubliées. Moi, je n'ai pas vu. Ouais, peut-on venir visiter l'école? Y a-t-il une journée porte ouverte bientôt? Pardon. Alors, niveau licence, oui, bah, c'est un bachelor, hein, donc c'est pas une licence, hein, donc c'est un bachelor, c'est un bac plus 3, quoi, d'accord? Mais oui, c'est un bachelor, donc. Peut-on venir visiter l'école? Oui. On organise tous les mois une visite. La prochaine, c'est le 26, c'est ça, hein, à Saint-Vallirin, je ne me trompe pas. Oui, le mercredi 26 mars après-midi, on attend le public. Ça commence à 14h. Voilà. Et donc là, on fait visiter le campus, tout le campus. On fait ça tous les mois. Donc au mois d'avril, il y en aura une aussi. Au mois de mai, ça sera la JPO, donc ça sera le 24 mai, un samedi. Voilà. Évidemment, les représentants de la formation, on sera là. Et puis en juin, je pense faire une visite aussi. Et donc, sinon, voilà, j'ai parlé des journées portes ouvertes. Tac, tac. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas celles qui sont écrites. Et par rapport au calendrier que vous mentionniez tout à l'heure, Oui. vous parliez de demain comme date. J'ai dû comprendre à moitié. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à demain? C'était pour Parcoursup. Oui, à demain. Oui, non, excusez-moi, c'était Parcoursup, parce que vous savez, il y a beaucoup de formations qui sont sur Parcoursup, les formations publiques en règle générale sont sur Parcoursup. Oui. Les étudiants ont jusqu'à demain, 17h, pour exprimer leur choix. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand je disais demain, je faisais référence à Parcoursup. Alors les parents, eux, savaient de quoi je parlais. Mais vous êtes hors Parcoursup sur cette formation. Cette formation, on est sur hors Parcoursup. Toutes les autres, on est dans Parcoursup. Donc on a jusqu'au mois de juillet pour manifester son intérêt, c'est ça? Enfin, vous avez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Oui, bien entendu, cela va de soi. Oui. Mais c'est ça, absolument. Il y a pas de, on n'a pas les mêmes limites qu'avec Parcoursup. C'est-à-dire que c'est tout de suite qu'on peut commencer à discuter. Et puis, tant qu'il y a de la place, on peut discuter. Dès qu'il n'y en a plus, Quand vous dites, ça se fait au fil de l'eau, le recrutement, c'est ça? absolument. On va le faire au fil de l'eau, avec une vraie rigueur hein, sur le choix de nos candidats, mais on va le faire au fil de l'eau. Sachant que l'année prochaine, il y a de bonnes chances qu'on soit sur Parcoursup. Voilà. D'accord.
Là, on ne l'est pas parce que il y avait, je dirais on a annoncé la formation trop tard pour qu'elle soit sur Parcoursup. Voilà. Ok. Mais on n'est pas mécontent que la première soit pas sur Parcoursup. C'est plus facile pour nous d'en parler. Donc là, cette année, pour l'année 25-26, vous prévoyez 4 classes, c'est ça? Oh non, non, une seule, une Non, seule. une. Ah, j'ai mal compris. Non, une seule, grosso modo, entre 21 et 23 maximum. D'accord, ok. Et Ouais, donc il faut se manifester. idéalement, c'est Donc, ouais. 21 étudiants. qu'on vise. Mm. Voilà, petite information que je vous donne à une question que vous ne me posez pas. Je ne pense pas que vous avez posé des questions sur. Si, vous avez posé des questions sur le logement. Donc, vous avez posé des questions sur le logement, je ne crois pas. Hein. Si, Si. on en a parlé, j'ai mis le lien. Non, mais je confondais avec tout à l'heure. Un petit Donc, peu c'est bon, on plus a haut. parlé de logement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire aussi que l'école, c'est une communauté humaine. Pour nous, c'est pas une machine, c'est pas une institution. Euh, on est très proche de nos étudiants au sens, ils peuvent nous parler quand ils veulent. Il y a des problèmes, ils viennent nous les présenter. Il n'y a aucun barrage entre les étudiants et la direction de l'école. Il y en a zéro. Je n'ai pas d'assistante personnelle. Hein. Donc, moi, les étudiants, ils font toc-toc, ils ouvrent la porte et ils me disent, Dominique, le traceur ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'essaie de réparer le traceur. Et où on a un problème dans l'emploi du temps, où on a un problème personnel, hein, on est très très attentif à la vie de nos étudiants. Hein, moi, je le dis et je le dis parce que c'est vrai, hein, les étudiants sont les gens les plus précieux du monde pour nous. Et donc, on fait tout pour nos étudiants. Donc, on les écoute, on est attentif. Ça ne veut pas dire qu'on est aux ordres, hein, parce que parfois, on les rabroue aussi, quand ils font des trucs qu'on n'estime pas normal. Mais on est des adultes. C'est une communauté d'adultes, il n'y a que des adultes à l'école. Donc, on se parle entre adultes. Je ne suis pas proviseur, ils ne sont pas lycéens. Il n'y a pas de relation d'autorité entre nous, au sens. Voilà, c'est-à-dire qu'on est des égaux, et donc on se parle en tant qu'égaux. Tu fais une dernière question dans le Oui. chat. Le diplôme de bachelor est-il reconnu RNCP? Non, il ne l'est pas, parce que il vient de naître. Il sera reconnu RNCP le jour où il y aura 2 promos qui seront sortis et qu'il pourra déposer une fiche RNCP. Maintenant, il n'est pas interdit de penser qu'on pourra obtenir la fiche RNCP plus tôt, eu égard à la réputation de l'école et au diplôme qu'elle délivre déjà. Mais si je vous réponds formellement, hein, en parlant de la règle c'est qu'une formation née RNCP, qu'à partir du moment où elle peut exhiber les placements de 2 promos. Mais le RNCP, c'est bien. Les partenaires industriels, c'est mieux dans le cas présent, parce que la reconnaissance du marché, elle est à l'origine de la formation. Ce n'est pas après que le marché reconnaît la formation, c'est avant. Et donc, on n'a aucune inquiétude là-dessus, ni sur la qualité de la proposition, ni sur la professionnalisation de nos étudiants, et ni sur notre capacité à terme d'avoir le RNCP. Hein. Mais est-ce que c'est rétroactif, cette histoire de RNCP, ou pas du tout? Alors, ça change quelque chose par rapport au fait qu'un étudiant chez vous ait ce bachelor et qu'on dise finalement quelque part ailleurs, non, ce bachelor, il est nul à ni devenu. Elle est associée elle est associée à la date à laquelle vous déposez, je pense, la fiche. Mais vous savez, la fiche RNCP, c'est même pas un label académique, hein, c'est un label du ministère du Travail, hein, le RNCP. Hein. C'est simplement, le RNCP, ça dit quoi? Ça dit, je certifie que cette formation est professionnalisante. C'est tout. C'est ça ce que ça certifie. C'est rien d'autre. Donc, en gros, si un étudiant de chez vous qui a votre bachelor, je dis n'importe quoi, veut aller faire ses études à Milan pour faire un master de je ne sais pas quoi, on ne va pas lui dire non, ton bachelor, c'est du papier. Alors non, parce que normalement, on délivre des ECTS, oui.
D'accord. On est signataire de la charte Erasmus. On est l'université. Hein. On n'est pas une école privée, on est une université. Donc, on est signataire de la charte Erasmus. Donc, on délivre des ECTS dans nos formations. Donc, non, il n'y aura aucun problème pour les étudiants de poursuivre des études ailleurs, hein, sur la base des crédits ECTS qu'ils auront accumulés. D'accord. Bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, sachez que si vous en avez après qui vous reviennent, Sandrine est toujours là pour y répondre. Sandrine, si tu pouvais, à moins que tu l'aies déjà fait, reposter ton numéro de téléphone et ton adresse mail. Voilà. C'est donc Sandrine aussi avec qui il faut parler si vous êtes intéressé par la formation pour organiser, à la suite de l'entretien que vous aurez avec elle, l'entretien d'admissibilité, ou d'admission plutôt d'ailleurs. Parce que l'admissibilité, c'est plutôt elle qui fait, pour qu'on organise d'ailleurs les rendez-vous avec les membres de l'équipe pédagogique. Très bien. Bah, écoutez, merci encore. Voilà, Sandrine vient de vous envoyer ces infos de contact. Merci encore pour votre présence. Merci pour l'intérêt pour cette formation. On espère que certains d'entre vous nous rejoindront. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.